à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 9 juin 2022. Depuis hier, nos très chers petits frères, fils pour certains, ont démarré les épreuves orales du BPC. On leur souhaite très bonne chance. En ce jeudi, on parlera santé. Docteur Onvo sera avec nous pour nous parler du régime alimentaire du dialysé. Il nous dira tout ce qu'il faut consommer pour éviter, bien évidemment, de subir les effets pervers de cette maladie. Et Méliane Cuny sera avec nous pour nous parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout pour nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux sur ces réseaux sociaux. Merci d'être en notre compagnie et bienvenue à l'unique et seule matinale télé de Côte d'Ivoire. Alors, Mélie. Oui. Bonne arrivée. Méliane Cuny, c'est son petit nom, Mélie. Comment ça va? Décidément, j'ai tous les petits noms ici. On dit quoi? Mais ça va super bien, et toi? Dieu merci, ça va super, super, okay. Super. On vous attendait pour la rubrique vrai ou faux pour nous dire. Oui, on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Justement, chaque semaine, on en a plusieurs parce que la toile est tellement bouillonnante d'informations. La toile est trop bouillonnante même parfois, mais bon. Et aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, Mélie? Aujourd'hui, on va d'abord parler d'un char envoyé par la Finlande aux frontières de la Russie. Ok, dans le contexte de la crise russo-ukrainienne, bon, là, toutes les informations vont dans tous les sens aussi. Voilà. On en a de vraies et on en a de fausses aussi et de nombreuses informations qui sont fausses. De quoi s'agit-il? De nombreuses informations. Donc là, on a une vidéo qui illustre justement qu'on a des chars aux frontières de la Russie et tout et tout. Bon, c'est faux. Oui, on le voit là sur l'écran de contrôle qui nous est proposé par la réalisation. Donc, la Finlande n'a envoyé aucun char à la frontière russe. Et bien au contraire, ils rejoignent en fait l'ouest de la Hollande. OK. Qu'est-ce qui rejoint l'ouest de la Hollande? Les chars en fait, sont en train de partir à l'ouest. De la Finlande. De la Finlande. Okay. Mais là, on nous dit non, qu'ils sont en train de partir au niveau de la Russie. Et si vous voyez bien, lorsqu'on regarde les illustrations, les images et tout, on a même entouré des zones pour comprendre que ce n'est pas dans la direction de la Russie, mais c'est plutôt vers l'ouest de la Finlande. Donc, on arrête de dire que les chars partent de la Finlande vers les frontières de la Russie. Bon, on imagine les intentions de ceux qui divulguent ce genre d'informations. Pourquoi aller inventer des histoires pareilles dans ce contexte assez tendu là, de crise? Oui, justement. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on vous a présenté des images et tout. On a détouré des zones pour que vous compreniez que lorsque vous recevez une information, lorsque vous regardez une vidéo, essayez de regarder le relief. Avant de partager, regardez le relief, regardez des bâtiments. Je prends un cas très simple. On vous montre une vidéo de la Côte d'Ivoire. Vous voyez dans le fond la basilique de Yamoussoukro et puis on vous dit que c'est Abidjan. Oui. Vous voyez que ça passe à... Mais en même temps, il faut connaître la Côte d'Ivoire pour savoir que la basilique n'est pas Abidjan. Il faut rechercher. Lorsqu'on vous envoie une vidéo, on dit que c'est une zone. Il faut rechercher les images de cette zone-là sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je veux dire sur Google. Vous allez nous donner quelques astuces à nos téléspectateurs. Oui, lorsqu'on parle d'une région, prenez la peine de taper sur Google et rechercher cette région. Si on vous parle d'Abidjan, regardez les grands sites, les grands monuments, les rues, si vous voulez, d'Abidjan, vous allez voir qu'il y a des éléments qui permettent d'identifier. Je veux dire, au plateau, on a la cathédrale, on a les tours et tout. Donc là, on arrive à savoir qu'on est au plateau. Donc on peut vous mettre Si on vous met des tours et la cathédrale quelque part avec fresco, vous n'êtes pas à fresco. On n'est pas à fresco, mais... OK, ben on espère tout au moins qu'on aura ces tours-là. Et si une cathédrale à fresco un jour, pourquoi pas. On continue, Méliane Cuny, avec vous. Et là, on va avec une information qu'on a... Au Mali. Au Mali. Oui. Et ça a été traité avec Bambéré Vérif, qui est une plateforme aussi de lutte contre les fake news au niveau du Mali. Et là, on nous dit qu'au Mali, la langue officielle devient le bambara. Bon, là encore, ce sont des opportunistes qui profitent des tensions qu'il y a entre le Mali et la France. Et non seulement, c'est qu'ils prennent un journal passé à 20 h le 24 janvier 2022 et ils vont truquer le journal. Un journal papier ou journal télévisé? Oui, ils vont faire ce qu'on appelle les deepfakes. Et ils vont sortir un faux communiqué annonçant que le Mali aurait adopté une langue officielle. Voilà. Mais si vous regardez la séquence de 24 secondes qui a été réalisée, ça a été non seulement la séquence émane du journal du 24 janvier, mais lorsqu'elle commence à parler, la présentatrice, on sent des coupures. OK, donc un montage. Un montage, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle les deepfakes, on en a parlé ici. Lorsqu'il y a des deepfakes, faites attention à la mimique des yeux. Parce que dans les deepfakes, on n'arrive pas à cligner convenablement des yeux. Vous voyez, parfois,
la personne peut regarder les yeux. Deepfake pour nos téléspectateurs. C'est des vidéos truquées, un peu comme ce qu'on fait sur TikTok. Oui. Seulement que là, on l'utilise pour diffusion de fausses informations. Fausses informations. Donc, il faut faire très attention. Vous allez voir que dans un deepfake, la personne ne pourra pas cligner les yeux normalement, en fait. Oui. L'intelligence artificielle n'arrive pas encore à résoudre ce problème-là. Okay. Donc, vous allez voir que la personne a les yeux écarquillés comme ça pendant plus d'une minute. C'est pas normal. Vous allez... Franchement, quelqu'un de normal va cligner des yeux. On ne peut pas ouvrir les yeux comme ça. Donc, c'est là que vous allez vous rendre compte. Et en plus, il y a eu un faux communiqué qui est sorti pour annoncer effectivement que ça a été dit au journal télévisé. C'est bon, au Mali, on décide de parler le bambara. Donc c'est faux. Le français, la langue française est toujours la langue officielle du Mali. Oui, c'est oui, bien oui, cela. Oui. Voilà. Donc, on continue, Améliane Cuny. Là, on part en Ukraine. Voilà. Voilà. Une maison incendiée en Ukraine. De quoi s'agit-il? On a vu une vidéo qui illustre une maison qui est incendiée totalement au niveau de l'Ukraine. Oui. On dit que c'est des réfugiés ukrainiens en Allemagne qui ont brûlé la maison. Attends, la scène se passerait en Allemagne ou en Ukraine? En Allemagne. En Allemagne, ok. Voilà. Donc des réfugiés ukrainiens qui se trouveraient dans la maison en Allemagne qui a été incendiée. Oui. Ok. Mais c'est une fausse information. En plus, ils ont essayé de brûler, on dirait qu'ils ont brûlé le drapeau allemand et tout. Mais c'est une vidéo qui date du 19 juillet 2013. De quand? 19 juillet 2013. Ben dis donc. Je veux dire, c'est quoi les motifs? Comment des gens peuvent s'asseoir et puis inventer On récupère une vidéo d'une maison incendiée en 2013, le 19 juillet 2013. Et là, on nous dit que là, c'est en Allemagne et tout. C'est des réfugiés ukrainiens qui sont en train de brûler leur maison. Donc, maison dans laquelle ils ont été accueillis dans le cadre de la crise en Ukraine, puisqu'il y a plein d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays relativement à la crise qui s'y déroule, donc qui ont été accueillis dans plusieurs pays européens. Donc, est-ce que... c'est pour inciter justement les ressortissants de certains pays, s'ils ont brûlé la maison en Allemagne, donc chasser tous les Ukrainiens. Ben oui, justement, ça c'est dangereux, on l'a vu, hein, les effets pervers de ces fake news-là. En Côte d'Ivoire, ça a été le cas avec la communauté nigérienne. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut faire très attention. Ouais. Ok. Améliane Cuny, là maintenant on parle d'un pont construit de façon illicite. Où? Entre la République démocratique, au niveau de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bon, construire un pont quand même de façon illicite, franchement, c'est un peu gros quand même, parce qu'un pont, c'est pas un objet qu'on soulève. Et qu'on déplace. En fait, c'est dans une des régions du Congo, qui n'est pas loin du Rwanda. Et ce pont-là a été construit avec autorisation. Voilà, comme on le voit au niveau de l'image. En fait, ça relie... En fait, ce que je constate, avant que vous ne continuiez, les gens qui diffusent les fake news, ils utilisent toujours des situations, souvent quand il y a des tensions, ou bien ils surfent sur l'actualité, pour créer encore plus de tensions, parce qu'actuellement, on le sait, entre la RDC et le Rwanda, c'est un peu tendu. Voilà. Donc, aller dire qu'il y a un pont qui a été construit... Ouais, et puis le pont a été construit de façon illégale entre la RDC et le Rwanda. Mais c'est faux. Non, et on a eu plus de... Bon, regardez le pont aussi. Donc, mais pour faire ce pont-là, je dis, même si... Franchement, on ne peut pas se cacher pour faire une infrastructure pareille. Vous travaillez justement sur des centrales hydrauliques dans les deux zones. Donc, c'est avec un accord et tout que cela a été fait. Mais en ce moment, vu la tension, on surfe sur la vague pour dire que... Mais est-ce que l'image, c'est vraiment entre la RDC et le Congo et le Rwanda? Oui, l'image est vraie, mais le contexte est faux. Le contexte est faux. Et c'est ce que vous avez dit, c'était pour permettre à des... Au développement, de travailler sur les centrales hydrauliques. Oui. Voilà, donc ce pont a été construit en bonne et due forme. Avec les autorisations de part et d'autre. Avec autorisation de part et d'autre. Donc, c'est pas une fake news. C'est une fake news de dire que c'était construit illégalement. Sinon, mais cette fois-ci, le pont existe. Il existe. Oui, il a voilà, été je veux dire, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent du vrai et puis ils mettent un peu de maquillage autour pour... Il faut dire que les gens ont le temps quand même. Hein. S'asseoir le matin, inventer des histoires et puis les plaquer sur Facebook. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Des likes? Bon, il y a des likes, il y a des vues et parfois, c'est créer des tensions sociopolitiques. C'est très malsain en tout cas. Tu t'imagines que cette photo a eu plus de 688 commentaires. 688. Mais justement, il y a le contexte actuel de tension entre la RDC et le Rwanda. Donc, ce sont des choses de nature à envenimer la situation. Oui.
Hein? Bon, j'imagine, j'espère qu'il n'y a pas eu de commentaires pervers sur qui aurait construit le pont sans autorisation, l'un des deux pays. Et ça passe automatiquement sur Facebook, sur Twitter, et tout le monde en parle. Et les ressortissants des pays sont rechercher l'information, commencent à se chamailler et tout. Ben oui, j'imagine. Ben en tout cas, heureusement que vous êtes là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et surtout dire quand c'est bon, et quand ce n'est pas bon, quand c'est faux, mettre le doigt là-dessus. Et puis il faut dire, heureusement qu'en Côte d'Ivoire, ici, tout ça c'est encadré par une loi voilà, qui sanctionne les auteurs de fake news et tout cela. Bon, heureusement, la plupart des informations que vous venez de mentir ici ne seront pas faites à partir de la Côte d'Ivoire. Sinon, ils savent à quoi ils s'exposent. Ils s'exposent, effectivement. Voilà. Et puis, Médiane Kuni, test nasopharyngé. Oui, c'est du test Covid. Voilà, on a des publications depuis février sur les réseaux sociaux qui disent qu'en fait, faire plusieurs fois le test nasopharyngé crée des soucis au niveau du cerveau, qu'on a une personne qui a eu, une infection au niveau des narines à cause du test nasopharyngé et tout. Donc, le faire régulièrement, est-ce que cette personne n'avait pas une sensibilité au niveau des narines aussi? Non, mais le truc, c'est qu'on nous dit que le faire régulièrement, c'est dangereux. Justement pour voyager et tout, on demande parfois des tests et autres. Donc là, il faut trouver une polémique, il faut créer une situation pour que les gens refusent de faire le test. Mais bon, je veux dire, si vous devez voyager, quand on vous dit que c'est la condition, pour avoir vos documents de voyage. Et le truc, c'est qu'elle nous dit que la personne est décédée 2 ou 3 jours après avoir fait plus de 3 tests. Oh là. Donc, du coup, j'imagine la psychose que ça va créer. La psychose que ça crée et tout. Mais c'est faux, ça n'a rien à voir. Ça n'affecte rien au niveau du cerveau, au niveau... Je pense que le docteur Envo sera là tout à l'heure pour confirmer. Donc, et le prélèvement, c'est vrai que c'est un peu gênant. Oui, il y a une petite gêne quand même. Voilà, avec le coton-tige dans les narines. Il y a une petite gêne, mais c'est pas... Non. Ça a des effets... C'est une fausse information. Donc, il faut faire attention. Donc, allez faire vos tests nasopharyngés et tout ça. Si c'est ce qu'on vous demande pour pouvoir effectuer vos voyages, il faut le faire. Il n'y a aucun risque. Oui, parole de Méliane Kuni qui a vérifié l'information pour nous et qui nous ramène l'information. Oui. Je me suis rapproché des médecins et tout. On avait annoncé le régime pour les dialysés, ça sera plutôt la semaine prochaine. Docteur Envo a préféré qu'aujourd'hui on parle de restauration hospitalière, donc la nourriture qu'on donne aux malades dans les hôpitaux. C'est bien cela, docteur Envo? C'est moi, Renaud. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de venir à chaque fois nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, surtout en parlant de nourriture. Docteur Envo qui est diététicien et qui officie à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est bien cela. Dites-nous, docteur Envo, en parlant de restauration hospitalière, déjà, c'est quoi la restauration hospitalière? Alors, il faut dire que la restauration hospitalière, c'est un type de restauration, mais qui a lieu spécialement dans les hôpitaux. Oui. Voilà, c'est différent d'avoir une restauration dans un hôtel. Voilà, c'est bien différent celui de l'hôtel, parce que la restauration dans les hôpitaux est indiquée par les médecins. Les médecins, oui. Voilà, donc c'est en fonction de la pathologie auquel ils ont affaire qu'on prescrit le régime à suivre. Donc, il faut faire vraiment très attention. Effectivement, parce que la restauration de l'alimentation en centre hospitalier va en synergie avec le traitement. Il ne faudra pas qu'on puisse ramener à un compte courant. Voilà. Vous avez touché du doigt quelque chose de tellement important, la restauration qui doit partir qui doit plutôt être en conformité avec le traitement qui est administré aux patients. Mais je veux dire, quand vous dites ça, tout de suite, ça me fait penser aux patients qui sont dans les hôpitaux, à qui les parents envoient de la nourriture. Ah non. Alors, vous voyez, l'alimentation tient compte de plusieurs facteurs. Oui. Il peut arriver parfois qu'un patient arrive et puis le repas qui est servi dans les hôpitaux ne le sait pas. Ça peut arriver. Mais dans ce cas, alors, c'est sous autorisation du médecin traitant. Voilà, du traitant ou bien du diététicien. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, parce que lorsque souvent les parents sortent et à leur retour, ils payent de la nourriture, ils mettent sous le... Voilà, généralement, c'est les femmes qui font ça. Elles viennent donner aux malades. Non, ça, c'est pas conseillé. Parce que, attends, un exemple. C'est ce que le patient, on peut l'empoisonner.
Oui, déjà, il y a cela. Et puis, il y a le fait que, comme vous le dites, ça doit être en conformité avec le traitement qui est donné. Donc, je dis, docteur, on voit une petite parenthèse que je vais ouvrir. Donc, quand on a un malade à l'hôpital à qui on va rendre visite et puis on ramène des fruits, du yaourt et tout ça, ce n'est pas toujours indiqué? Ce n'est pas toujours indiqué. Parce que il y a plusieurs fois, nous avons vu, par exemple, ce que les parents achètent, on se rend compte que non, ça ne va pas. Voilà, quelqu'un qui a un problème de diabète, vous n'avez que de fruits, que de fruits, que de fruits, que de fruits, que de yaourt. Non, ça ne passe pas. Ou bien, bon, il y a plusieurs cas. Il y a un cas où, par exemple, on a vu un patient qui, de la RIA en hospice, RIA hospice pour finir, nous sommes allés voir, la maman payait toujours des produits que je dis vraiment toxiques à la personne. Voilà, et même quand je suis arrivé, avec l'expérience que j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu achètes ces produits pour la personne? Et la maman a demandé, mais comment tu sais que j'ai acheté? Et elle dit, mais c'est ce seul produit qui peut rendre la personne comme ça. Okay. Et elle a dit effectivement que je ne savais pas. Voilà. Donc ce n'est pas toujours indiqué de faire des achats. Vous pouvez arriver, on peut demander au malade, qu'est-ce que le médecin a conseillé? Ok, mais venir avec plein de surprises, je veux dire alimentaire, ce n'est pas toujours indiqué. Bon, c'est l'ignorance qui nous tue. Merci en tout cas d'être avec nous tous les jeudis, docteur Envo, pour nous enseigner ces bonnes pratiques-là. Et puis, dites-moi, en quoi est-ce que la restauration est importante dans un hôpital, justement? Effectivement, la restauration en centre hospitalier est très, très importante parce que l'alimentation contribue au bien-être de la personne. Vous voyez vous-même quand vous travaillez, vous savez que quelque chose que nous allons faire, quand nous finissons, nous allons manger. Oui. Parce que si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas la force. C'est l'aliment qui constitue le carburant, l'énergie que nous allons utiliser. Et aussi, contribue parce que souvent, la qualification, ou bien comme on dit même, l'appréciation d'un centre médical dépend souvent du service de l'alimentation que la personne a reçu. Okay. Bien sûr que du traitement, mais aussi de l'alimentation. Oui. Alors, je le dis parce que quand souvent dans les centres hospitaliers, quand ils sortent, on leur donne des fiches de notation. Vous allez voir, par exemple, qu'on dirait que la restauration est mauvaise. Parce que la restauration joue un rôle important. L'alimentation en santé est très, très importante parce qu'il faut apporter l'énergie, il faut apporter des nutriments pour aller... Pour accompagner le traitement médical. Si vous faites un traitement qui est assez fort, où vous avez besoin de protéines, alors que l'alimentation qui vient ne sait pas, vous allez voir que non, le traitement ne marche pas. Le médecin va se plaindre, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Effectivement, ça ne marche pas parce qu'après les bilans, vous voyez souvent les matins, on fait les bilans, chaque 2 jours, on fait les bilans. On se rend compte que le patient n'évolue pas parce que ça n'apporte pas comme énergie, comme protéines. Donc, c'est ça. Il faut apporter. Et l'alimentation aussi, vous allez jouer un rôle important au niveau de la psychologie du patient. Donc, quelqu'un ne peut pas aller dans un centre hospitalier et il va d'abord lutter contre... il va d'abord lutter contre la maladie. Contre la maladie. Encore et puis avoir faim. Oui, avoir faim. C'est très, voilà, c'est difficile. Mais donc docteur, si je vous entends, tous les centres hospitaliers doivent avoir obligatoirement un service de restauration. Normalement, il doit avoir un service de restauration spécialisé. Spécialisé, parce en plus. Voilà, parce que ce ne sont pas les mêmes services, les mêmes repas servis dans les hôtels, dans les maquis qu'on sert à l'hôpital. Non, parce que ce sont des malades. Voilà, parce que souvent, les malades souvent se plaignent. Oui. Non, ce repas est surtout fade. Voici par exemple... Oui, on le voit ici à l'écran. On peut le présenter. Voilà. Oui. Ça, lui, on peut servir ceci à un patient. Dans le cas un patient qui souffrirait de quoi, par exemple? Généralement, on peut servir ceci dans le cas de ce qu'on appelle un régime sans résidus. Okay. Quelqu'un qui, par exemple, doit faire une coloscopie, voilà, vous voyez un peu. C'est quoi la coloscopie? C'est-à-dire que ce sont des examens qu'on ouvre, on prend, on vérifie. Des tuyaux ou Des tuyaux, on fait passer, on vérifie un peu l'appareil digestif, s'il n'y a pas de plaie à l'intérieur. Alors, et généralement, on donne ce type de régime 3 jours avant l'opération, 3 jours après. Donc, pas d'aliments solides, on ne va pas donner du riz, on ne va pas donner de foutou, on ne va pas donner de placali, non, rien de tout ça. Non, pas ce type d'aliments. On ne veut pas qu'il y ait des aliments qu'on n'arrive pas à digérer. Okay. Parce que si il y a, par exemple, des fibres contenant par exemple de la cellulose, bien par exemple des écailles qu'on n'arrive pas à digérer, que ça reste dans l'intestin ou bien dans l'estomac. Ça va forcer le diagnostic? Effectivement. Oui. Parce que quand l'appareil va arriver, qu'il va avoir un peu une tache noire, le médecin risque de confondre avec une maladie. Voilà. Donc, généralement, sur ce menu, on va dire, le patient dira, mais pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Bon, quelqu'un qui est habitué à manger du foutou, on va lui donner ça. Voilà, mais c'est pour juste 3 jours, bien 6 jours pour le traitement. Pour pouvoir faire le diagnostic.
pour qu'il ne soit pas faussé. Voilà. Et puis après, vous allez avoir votre alimentation normale. Oui. Mais c'est juste une période. Vous voyez, le matin, on peut faire par exemple un peu de biscottes avec du thé, simplement, ou bien du beurre, sans ce qui peut être plus difficile à digérer. Donc, on donne de l'aliment, c'est du poisson. On prend du filet de poisson. Ou même si c'est une soupe, on fait une soupe, vous voyez comment c'est limpide. On prend le bouillon, voilà, qu'on peut aromatiser. Le bouillon du poisson. Le bouillon du poisson, des légumes, qu'on peut aromatiser, ou bien on met un peu d'anis pour donner un parfum, mais avec du poisson sans écailles, sans arrêt. Okay. Voilà, et c'est un peu limpide comme ça. Alors, le patient, souvent, a du mal à prendre, mais c'est pour son bien-être, c'est juste les 3 jours. Est-ce que le patient va être rassasié, docteur Rambo, avec ça là? Non, ça, c'est... On peut donner, vous voyez, à l'hôpital, on donne ces types de repas, on peut donner, mais sachez qu'on peut parfois faire des régimes par fractionnement. C'est-à-dire que la personne peut manger plusieurs fois. Plusieurs fois, ok. Voilà, plusieurs fois. Mais docteur, on ça la même plusieurs fois. Bon, cette assiette ne veut pas dire que c'est ce qui est venu. À toutes mes mamans, cette assiette ne veut pas dire que cette assiette, si elle est venue, elle peut venir remplie, que bon, il a fini de manger, c'est juste ce qui s'est voilà. Mais il veut dire qu'on peut faire des régimes par fractionnement. C'est-à-dire qu'il mange un peu à 8h, à 10h, à midi, à 16h, voilà, plus de 5 à 6 fois par jour, selon la capacité de l'estomac à recevoir l'aliment. Voilà, donc ça, c'est des régimes par fractionnement. Ça existe aussi. Ok, et docteur, vous l'avez dit, il faut un service de restauration spécialisé. Voilà. Parce que, je vais revenir sur les parents des malades qui, par ignorance, envoient de la nourriture aux patients. Bon, on a vu dans des hôpitaux des sauces graines, des sauces arachides, des aliments mais vraiment lourds, souvent qui sont en contradiction avec les traitements qui sont administrés aux malades, qui contiennent des éléments nutritifs qui sont dangereux pour les malades. Oui, parce que à l'hôpital, lorsque le médecin de garde descend, il donne des consignes faites par un type de menu. On peut faire un régime, par exemple, sans gras. On ne met pas de gras parce que voilà, vous êtes sous traitement, ou bien le foie a un souci, ou bien un régime sans épices parce que le foie a un souci, ou bien un type de traitement, ou bien faites un régime sans sel, ou bien très peu salé. Bon, sans sel, ça n'existe pas. Très peu salé, d'un régime hyposodé. Alors, le patient dit non, mais le repas est trop fade. Mais à ce niveau, pourquoi est-ce que je dis, par exemple, un régime et une restauration spécialisée? Parce que il y a la communication. Lorsque, par exemple, le serveur, il faut la communication et dans la restauration. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui prépare et le serveur va servir le patient. Mais arrivé, il faut qu'il y ait une communication. C'est-à-dire que le serveur dit, par exemple, au patient que ce matin, vous avez un tel menu. Vous voyez un peu, ou bien la veille, demain, vous aurez un tel menu, compte tenu de ce que le médecin a prescrit. Vous aurez un régime un peu fade, c'est-à-dire que très peu est salé, et puis peut-être sans épices. Parce que c'est ce que le médecin a besoin ce dont il a besoin pour vous soigner. Vous voyez, donc il y a ça. Il faut communiquer avec le malade afin qu'il s'apprête à recevoir le repas. Mais souvent, la communication n'est pas bien établie. C'est pourquoi souvent, on dit une restauration est bien spécialisée. Parce qu'il faut manager, c'est un système de management. Parce que quelqu'un qui souffre déjà, il faut le manager. Vous n'allez pas arriver, puis servir un repas comme ça, vous sortez sans même savoir ce qui va vous. Dans nos hôpitaux, là, souvent, aussi, on te jette. En tout cas, merci pour ce sujet qui aura permis de comprendre. J'espère que les téléspectateurs auront cerné tout ce que vous avez dit avec nous aujourd'hui au niveau de la restauration dans les centres de santé. Voilà, restauration très importante, parce que comme vous l'avez souligné, voilà, ça y va du traitement, de l'efficacité des traitements qui sont prescrits à nos malades. On fait un coucou à toutes les personnes qui se trouvent dans les centres hospitaliers, pour certaines qui suivent des malades et aussi des personnes qui sont en train de se rétablir, qui sont dans ces centres de santé et qui regardent les programmes de la RTI. Merci, docteur Onvo, d'être venu ce matin pour nous éclairer sur ce sujet. Nous, on vous rappelle les infos aujourd'hui avant de refermer ce numéro de Matin Bonheur. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va affronter le Lesotho. C'est en Afrique du Sud pour le deuxième match des éliminatoires de la CAN 2023 et ce sera à partir de 17h en temps universel. Les examens à grand tirage se poursuivent avec les oraux du BPC qui ont démarré hier et qui se poursuivent aujourd'hui. On aura aussi aujourd'hui la 9e édition des ASCOM, les As de la communication. Et puis le ministre Epiphane Robi Balo sera face aux internautes dans le GouVTalk, plateforme mise en place par le gouvernement pour permettre aux membres du gouvernement de venir présenter leurs activités concernant leurs différents départements. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Merci et bonne journée sur RTI 1.